Quartier nord de Marseille, la Castellane est l'une des cités les plus chaudes de la ville, connue pour ses trafics de stupéfiants. À sa sortie, la bretelle d'accès à l'autoroute. Régulièrement, les douaniers effectuent des contrôles sur les véhicules qui quittent cette cité. Le chauffeur de cette voiture est pris en chasse. Si la douane intervient de manière inopinée, c'est pour tenter d'enrayer le business des dealers qui s'approvisionnent ici pour revendre dans la région. Le véhicule est escorté sur une aire de délestage pour y être contrôlé. L'homme interpellé est âgé de 35 ans. Pendant qu'il est interrogé, les douaniers procèdent à la fouille de sa voiture. Et vous avez passé la journée sur Marseille? Oui. D'accord. Il y a quelque chose dans la voiture, monsieur? Non. Est-ce que vous fumez des joints? Ça peut arriver, mais c'est rare. Menottes. Un des agents a découvert quelque chose de suspect dans la voiture. Qu'est-ce qu'il a trouvé? 300 grammes. Là, c'est des pains de résine de cannabis. On a 3 pains de 100 grammes. Enfin, pour l'instant. Hein, donc, ça représente combien? Pourquoi? Valeur marchande. C'est à peu près 30 € du gramme. Soit 9 000 € de résine de cannabis, une bonne prise et un petit détail fait sourire les douaniers. Louis Vuitton, c'est souvent marqué, je sais pas, c'est leur... Ils estampillent ça avec, c'est la marque de fabrique. On peut même l'attraper pour contrefaçon. Le jeune homme risque gros. Mais il peut prendre une très grosse amende, il peut prendre une peine de prison, il peut être déféré devant la justice, il peut... Tout dépend de ce que dit le procureur maintenant. Le suspect est mis en garde à vue par les douaniers. Sa peine sera décidée en fonction de son passé judiciaire et de sa collaboration avec la justice. Des prises comme celle-ci, cette brigade en réalise plusieurs dizaines chaque mois. De petites quantités, mais elles sont le résultat du trafic de drogue qui empoisonne les cités de Marseille. La deuxième ville de France a fait peau neuve ces dernières années pour attirer les touristes et de nouveaux habitants. Mais Marseille est toujours gangrénée par la délinquance. Un jet de grenade. 4 individus, cagoulés, armés d'armes de guerre. Les caïds de la drogue règlent leur compte en pleine ville. 12 morts depuis le début de l'année. Une vraie guerre pour le contrôle du trafic dans les cités. T'as que de la résine ou pas? Ouais. Mais ce qui préoccupe surtout les policiers, c'est l'augmentation des vols avec violence, plus 12% ces derniers mois. Une moyenne de 26 agressions par jour. J'ai vu la femme. T'as vu la femme, ouais. J'ai pris la scène, j'ai arrêté. Là, elle pèse combien, la gourmette? Les voleurs de bijoux n'ont aucun mal à revendre leur butin dans les nombreuses boutiques de rachat d'or. Il va devoir s'expliquer sur la provenance de ce bijou, puisqu'il dit qu'il l'a trouvé. Il y a beaucoup de gens qui ont de la chance. Comment lutter contre les petits voleurs et les gros trafiquants? Ils rentrent dans la cité, donc ils vont voir si ça va crier ou pas. Vous allez découvrir le travail au quotidien des policiers et des enquêteurs des douanes. Un 5e carton là, qui est en train de rentrer dans l'entrepôt. Cette équipe fait partie de la brigade anticriminalité. À sa tête, le capitaine Laure Gambini, une femme de caractère. On va pas mettre le bleu parce qu'il va avoir peur, il va tout lâcher. Tiens, un klaxon de lui. Un homme en roller accroché à l'arrière d'un véhicule. Le capitaine n'a pas le temps de lui faire la morale. Sa priorité, la lutte au quotidien contre les vols avec violence. Sur le terrain, ces policiers, même en civil, sont reconnus par la population. Au moindre incident, on les sollicite. Où ça? Ce jeune homme vient de se faire voler son scooter. Vous voulez pas venir dans la voiture? Allez, viens, on y vient. Attends. Bleu et blanc, non, bleu et blanc. Aucune hésitation, la brigade emmène la victime. Ils espèrent ainsi mettre la main sur les auteurs du délit. Je suis en folie. On aborde notre véhicule depuis 8 heures. Oh là là, il y a Patrick, si vous le connaissez. C'est quoi vraiment Patrick? Patrick. À Marseille, les vols sont fréquents. Il faut réagir très vite. Les policiers donnent quelques recommandations au jeune homme. Écoutez-moi, si on les voit, tu restes dans la voiture, ça va. Tu nous dis, c'est ce scooter, ça va, il n'y a pas de problème. Tu ne montes pas du doigt, il n'y a pas de problème. Ils vont prendre la fuite, ça va. On peut ma femme au moins. Tu restes dans la voiture, tu n'y a pas de problème. Ils n'ont que quelques minutes pour espérer arriver à temps sur les lieux.
Ils savent qu'avec le scooter, les voleurs peuvent aisément se faufiler au milieu de la circulation. La femme de la victime aurait identifié les voleurs au centre-ville. Par téléphone, elle donne leur position. À gauche, centre-bourse. C'est là le Il part. D'après la description, les auteurs du vol seraient 3 jeunes, dont un avec des cheveux longs et une casquette. Ils seraient sur la place de ce centre commercial. Le capitaine les repère et se précipite avant qu'ils ne prennent la fuite. Un policier en uniforme vient leur prêter main forte. Tu as des trucs dangereux sur toi? Eh, je te parle. Tu as des trucs dangereux sur toi? J'étais là, moi. Enlève ta casquette, toi. 20 secondes, on décale l'affaire. Vous avez dit ça, voilà. Je ne fais rien sur toi. Les 3 jeunes interpellés correspondent au signalement. Enlevez-moi les menottes. Non, t'enlèves pas les menottes. T'enlèves pas les menottes. 2 secondes. Tu te tais, c'est pas à toi de nous dire ce qu'on doit faire. Ici, tu la fermes. T'as compris? Ici, les questions, c'est nous qui les posons. Toi, tu réponds simplement à nos questions, ok? Non, mais moi, j'aimerais savoir où il est le requérant, parce que moi, je le libère, les gars. Hein. Il nous donne un signalement qui correspond au gars. Soit il est là, il nous dit c'est lui, c'est eux. Si c'est pas eux, point barre. Est-ce que vous avez touché un scooter là? On n'a rien fait, on habite là. 30 secondes, on va voir. La requérante, la femme de la victime, vient enfin d'arriver. Le capitaine lui demande d'identifier les suspects. Lequel? Celui-là. Vous êtes sûr, madame? Oui, il me l'a dit, monsieur. La partie, il me dit ils l'ont mis là-bas. Où ils ont mis le scooter? Ils m'ont dit ils l'ont mis là-bas, mais il n'est plus là, le scooter. Okay, tu vas donner ton identité. Ça va, me tenez pas. Tu te calmes. Je vais courir. Ici, c'est moi qui parle. La tension monte. Les jeunes sont du quartier. Très rapidement, un attroupement se forme. Tout le monde participe et y va de son opinion. Face à cette pression, la femme de la victime n'est plus vraiment sûre. On prend celui-là, Fabrice. Là, on y va. Je ne pense pas que c'est lui, parce que le monsieur, il dit c'est pas lui. On ne reconnaît plus personne. Donc, voilà. Pour le capitaine Laure Gambini, c'est une déconvenue. Elle ne peut plus faire grand-chose. On ne connaît pas les informations du monsieur qui... Monsieur, je vais vous dire. Madame la requérante, c'est nous. C'est nous qui venons. Ça n'a rien à voir avec le système, ça. Donc c'est vous qui nous donnez le signalement. Et après, ça correspond. Pédagogique, allez, on y va. On va l'avoir pour un moment. Hein. Allez, on fait mouvement, on va pas rester là. Joël, allez, viens, on n'a rien à foutre ici. Un peu remontée, elle rappelle à ses équipes la marche à suivre dans ce genre de situation. Là, quand on intervient comme ça, qui commence à venir, on prend les identités, c'est eux, on interpelle, on se barre, c'est pas eux, on reste pas sur place à parlementer, on perd du temps et ça fait monter la mayonnaise. Hein. Rien. La brigade anticriminalité est très sollicitée. 9600 vols avec violence ont été constatés l'an dernier. Dès le retour du beau temps, ce chiffre est dopé par les vols à l'arraché de bijoux en or. En moyenne, il y en aurait plus d'une vingtaine par jour. Voilà, le rachat d'or, là. Voilà, il y a la voiture. Ces vols à l'arraché sont directement liés à la flambée du cours de l'or. Les policiers ont été appelés par un bijoutier à qui ce jeune homme tentait de revendre sa marchandise. Bonjour, monsieur. Alors, il est mineur, majeur, ce monsieur? Vous êtes majeur, monsieur? Et vous l'avez récupéré où, la gourmette? Comment? En boîte de nuit. Donc, elle n'est pas vous l'avez trouvée. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous faites rien. Vous avez de la chance, parce que moi, je trouve jamais rien. Hein? Donc vous vouliez vous faire un petit peu d'argent en revendant? Ouais, là oui. Oui. À quelle boîte de nuit vous l'avez retrouvée? Au Palace? C'est où ça, le Palace? Plan de campagne, vous l'avez retrouvé quand? J'ai retrouvé celle-là hier dans la journée. Dans la journée, hier? C'est ouvert la boîte de nuit, dimanche? Après, je passais la soirée, je me suis endormi dans la voiture, je me suis réveillé, j'ai fait le tour de la poche. Ok. C'est dingue, ça. Bon, vous êtes connu du service, monsieur? Bon. On va vous ramener, mes collègues vont vous ramener. Là, elle pèse combien, la gourmette? Oui, 200 grammes. Une gourmette de 200 grammes, le jeune homme pouvait espérer en tirer 5000 €. Il est allé se présenter dans d'autres établissements. Ah, d'accord. Mettez votre sacoche, là. Il n'y avait rien d'autre sur lui? Il n'y avait rien d'autre sur vous, monsieur? Justement, il nous assure qu'il n'y a rien d'autre. Les explications du suspect n'ont pas convaincu le capitaine Gambini. Elle le soupçonne d'être un receleur. Là, il est conduit au car centre pour la poursuite de l'enquête. Donc, il va devoir s'expliquer sur la provenance de ce bijou. Puisqu'il dit qu'il l'a trouvé. Il y a beaucoup de gens qui ont de la chance. C'est une belle gourmette, hein? Au commissariat de Noailles, sur la Canebière, les victimes se succèdent. Au mois d'août, à Marseille, il y a eu plus de 600 vols à l'arraché.
Une de ces agressions vient de se produire et Michel, l'adjoint du capitaine Gambini, reçoit la victime. Ils étaient vêtus comment? Ils étaient en foncé en bas. Comment? Un jean foncé. Ben, c'est deux jeunes filles qui ont été victimes, dont l'une a été victime d'un vol arraché. Donc une chaîne en or, 2 chaînes en or, hein, c'est ça, avec un pendatif. Et bon, ça a été commis par 2 individus de type nord-africain, montés sur un scooter sans plaque. Voilà, le coup classique, quoi. Vous êtes mademoiselle? Immédiatement, le capitaine Gambini part avec l'une des jeunes femmes pour retrouver les agresseurs. On va effectuer une patrouille pour tenter de l'identifier, de les interpeller. La police commence à bien connaître le mode opératoire de ces voleurs de colliers en or, très organisés. Ils opèrent souvent en scooter, puis s'évaporent dans la ville. Une population délinquentielle de plus en plus jeune, de plus en plus violente. On ne peut pas parler de phénomène de bande à proprement parler, mais de regroupement d'individus épisodiquement en fonction de l'opportunité qui se présente à eux, quoi. Ils voient une victime potentielle, ils se regroupent, hein, et chacun a un rôle bien déterminé. Un pour détourner l'attention, un pour arriver par l'arrière et lui arracher le collier, et puis un autre qui le récupère et qui court vite. Dans les rues de Marseille, un véritable labyrinthe, retrouver les agresseurs n'est pas une mince affaire. Les faits remontent déjà à une demi-heure et les voleurs ont bel et bien disparu. L'un des lieux où sévissent régulièrement ces voleurs est la gare Saint-Charles. Depuis plusieurs jours, des groupes de jeunes s'en prennent aux voyageuses. Les adjoints du capitaine Gambini viennent d'y être appelés pour une nouvelle affaire. La vidéo de l'agression, filmée par une caméra de surveillance, est déjà étudiée par les policiers de la gare. La victime, elle est là. Ça fait quelques jours qu'il tape et apparemment il se barre dans une voiture noire. Voilà. Pour l'aider à rechercher les coupables, Jean-Marc prend une photo des suspects. Grâce aux caméras de surveillance, tous leurs agissements ont été filmés. Et voici leur mode opératoire. Ils sont 2 dans l'escalier qui mène à la gare. Une fois à l'intérieur, ils déambulent à la recherche de leur proie. Ils s'apprêtent à commettre un nouveau délit. En haut, à droite de l'écran, ils croisent le chemin d'une femme et lui arrachent son collier. La victime, sous le choc, n'a pas le temps de réagir. Les voleurs, eux, sont déjà à l'extérieur de la gare et disparaissent dans la ville. Aidée par la vidéo, la police enquête sur plusieurs de ces agressions, notamment celle de cette femme et sa petite fille. Elles sont insouciantes, leurs vacances se terminent, elles s'apprêtent à prendre le train. Mais ces 2 jeunes en ont décidé autrement. Les voici. Pendant que l'un s'éloigne, le jeune en blanc va s'arranger pour croiser le chemin de la mère de famille. Il arrache violemment le collier en or de sa victime et s'enfuit. La mère et la fille sont sous le choc, hébétées. Quelques semaines plus tard, la victime de cette agression a accepté de témoigner, encore traumatisée. Il me prend au cou, pensant qu'il voulait m'étrangler. J'ai essayé de me maîtriser. Du coup, ma fille est partie en courant. J'ai serré mon sac contre moi, pensant que là, il en voulait à mon sac. Et d'un coup, j'entends le clac de ma chaîne qui était là, qui faisait partie de moi. Je suis tombée au sol et je me suis relevée en hurlant. Et ma fille, m'entendant crier, elle est revenue vers moi Elle est revenue vers moi en me disant que je la sentais culpabiliser le fait de m'avoir laissée par terre et de m'entendre hurler et de s'être enfuie de cette situation. Et elle me dit « Maman, j'ai cru qu'il voulait me prendre, c'est pour ça que je suis partie ».
Cette agression n'a duré qu'une seconde et 17 centièmes. Mais ses effets sont dévastateurs. Il a brisé des rêves d'une petite fille. Il a brisé la confiance aussi que j'avais moi en moi. Ma fille a reparlé de lui il y a pas très longtemps. Elle s'est mise à marcher un petit peu en rebondissant sur ses baskets en me disant « Il marchait comme ça, hein, maman, il marchait comme ça. » Donc là, je lui ai dit « De qui tu parles ?» Parce qu'on parlait plus de lui du tout. Et elle me dit ben, « Le monsieur qui t'a enlevé le collier, il marchait comme ça. Hein. » Je lui ai dit « Oui, ma beauté, il marchait comme ça. C'est vrai, t'as raison, il marchait comme ça. » Aujourd'hui, moi, j'ai peur de tout le monde. Vous avez peur de quoi? J'ai peur de chaque individu qui s'approche de moi. Je sursaute énormément. Je vois un mec avec un jogging blanc. J'en ai peur, alors que j'ai l'habitude de les voir, quoi. Pour moi, je faisais pas de différence, un mec en jogging ou un mec en costard. Et aujourd'hui, un gars en jogging, je vais le dévisager, je vais prendre mes distances. J'ai peur. Donc, voilà. La jeune femme a porté plainte et l'affaire est suivie par les enquêteurs du commissariat de Noailles. Thierry est en train d'interroger un adolescent. Il l'a identifié grâce à la vidéo de surveillance. C'est lui, en t-shirt rouge. Il est entendu comme témoin car il n'a pas participé directement au vol. Grâce à lui, Thierry espère remonter jusqu'à l'agresseur, le jeune en survêtement blanc. Est-ce que c'est lui? Non, c'est pas lui. Tu le connais, lui? Non, je connais même pas. Pour cela, il utilise les fichiers de la police. Dans quelques jours, l'affaire va rebondir d'une manière surprenante, au cœur d'une cité de Marseille. La particularité de Marseille, c'est qu'il n'y a pas de banlieue. Les cités sont imbriquées dans la ville. L'un des trafics qui les gangrène, c'est celui du cannabis. Une économie parallèle, parfaitement organisée. Les policiers de cette brigade d'intervention en connaissent tous les rouages. Ce soir, ils espèrent arrêter un revendeur dans une entrée d'immeuble. Ils pensent avoir un atout dans leur jeu. On a de la chance, on a une nouvelle voiture qui est arrivée au service, donc pas trop connue des petits jeunes. Donc on va essayer de la mettre à profit. Grâce à son nouveau véhicule, Rodolphe, le chef de groupe, espère déjouer la vigilance du guetteur qui surveille le point de vente. Je te dis, le fusible, c'est le chouf. Tu passes le chouf, t'as gagné, le guetteur. T'as gagné parce que tu peux t'approcher vraiment du vendeur, quoi, sans problème. Parce que le vendeur fait confiance, ses yeux, c'est qui? C'est le guetteur. Hein. Lui, il est caché dans le bâtiment, donc si le guetteur crie pas, lui, il continue son business. Un point de vente, des guetteurs, un business bien rodé qui a ici pignon sur rue. 23h30, début de l'opération. On va se rapprocher donc d'une cité bien connue de service, la cité Bassène sur le 15e arrondissement. Et on va voir si on peut essayer de passer le guetteur et d'essayer d'aller au contact du vendeur de produits stupéfiants, qui devrait avoir une sacoche avec les barrettes sur lui. Voilà, c'est une cité qui va jusqu'à 1h, 1h30 du matin. Donc je pense qu'il y aura un petit système en place avec des guetteurs et le vendeur au niveau d'un bâtiment. Porte cassée, porte d'entrée d'immeuble cassée. Donc on va voir si on arrive dans le noir à se faufiler. Ouais, on rentre dedans. Donc tranquille pour l'instant, attente. Je vais vous dire si le chouf est en place. On va passe un petit peu soutenu devant. Vas-y. Rodolphe sait que l'intervention ne peut réussir que si lui et ses hommes ne sont pas repérés par les guetteurs. Ouais, donc on arrive presque au compte. Avance. Doucement. Donc préparez-vous, attente. 3 véhicules de police sont postés tout autour de la cité. Dans une des voitures, Thomas attend le top départ. On arrive au niveau du phare, Ils rentrent dans la cité, donc ils vont voir si ça va crier ou pas.
Et on attend la progression. La cité, elle est où? C'est juste là en bas, les bâtiments en bas. C'est pour ça on va pas trop se rapprocher, juste en contrebas. C'est une petite cité, mais très bien organisée, où il y a 90% des habitants qui rentrent dans le trafic de stupes. Et ça tourne très bien, très très bien. Et ça, c'est une réalité pour toutes les cités à Marseille? C'est plus ou moins une réalité, mais après il y a quand même des cités qui sont... Qu'est-ce qui se passe là? Donc là c'est le top intervention, c'est-à-dire que les collègues sont sur place, ils interviennent. Les guetteurs se rendent compte trop tard de l'intervention et se mettent tous à hurler « Hara ». C'est le code pour désigner la police. Les policiers appréhendent 2 jeunes en pleine transaction. T'as quelque chose d'interdit sur toi ou pas? T'as rien dessus? Tiens, là c'est PC, vas-y, va dessus. Ouais, tous venez au contact, allez. Ça va caillasser là, venez tous. Les policiers préfèrent quitter les lieux pour éviter que la situation ne dégénère. Tu vas te faire caillasser. L'opération est un succès. Il a de l'argent, le petit. Il y a pas mal de barrettes dedans. T'as que de la résine ou pas? Ouais. Donc il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de caillassage, tu es acheteur-vendeur, il y a produit, il y a du fric. Qu'est-ce qui font que là, les guetteurs se sont fait avoir là? En fait, la nuit. La nuit, ça joue pour nous, la nuit. Et le guetteur, tu as vu, à un moment donné, il était sur le côté droit, pas trop vigilant, je sais pas s'il mangeait un sandwich, donc il nous a pas vu passer en fait. Donc défaillance du chouf, défaillance du guetteur. Donc ça c'est bon pour nous ça. J'ai eu peur de mon coq. Arrivé au commissariat Nord pour interroger le vendeur et lui signifier sa garde à vue. Alors, il y a l'argent là, hein? Tu sais combien il y a ou pas en argent? Combien il y a? Dedans, il y a mes sous. Non, mais les sous déjà. Là, c'est sous, il y a je sais pas combien. Combien? On va compter ensemble, de toute façon. Oh, ben c'est pas mal. Voici la drogue que vendait ce dealer. Des barrettes de résine de cannabis vendues 10 à 20 € par barrette selon leur poids. C'est connu pour stup? Jamais? C'est connu pourquoi? Ça fait un comité classe sans suite, à la fin c'était pas moi. Tu voles? Ils arrachent? Non, même pas, vol de voiture, pas moi. C'est en place depuis quelle heure? 18, 19? 7 heures. 7 heures? 7 heures. Tu finis à quelle heure là? 1 heure, 1h30? Je vais finir dans pas longtemps, 1 heure. Oh putain! Eh ouais. T'as combien pour l'argent? 310. T'as 310 € avec en tout combien de barrettes? 70, 60. 80, 86. Ouais, 86 barrettes et 300 € en gros. Donc sûrement qu'il y a eu un trésorier là qui est venu il y a une demi-heure ou il y a 1 heure. Et lui a prélevé 500 ou 800 € pour éviter qu'il en ait trop dans la sacoche. Un trésorier, c'est-à-dire que... Un relevé de compteur, c'est-à-dire qu'il vient tous les 500 ou 600 € pour éviter qu'il y ait trop de sous dans la sacoche, que si on fait une saisie, ça lui saisit tous les billets de banque et puis ils sont perdants et en shit et en argent. Là, ils sont beaucoup perdants au niveau matériel en shit. Et 300 €, bon, ça correspond quand même à 30 ventes à 10, donc mais bon, c'est un point qui tourne pas mal. Et ils font combien dans cette cité avant de faire ça? Tu as 2 points, tu as le drive ou le bâtiment. Le monsieur était au drive, au bâtiment. Et le drive, la spécialité, c'est que tu descends pas de la voiture. Ils te servent comme au McDo, ils viennent te servir dans la voiture. C'est une spécialité marseillaise? Ouais, c'est spécialité bassin, pas mal. Spécialité bassin. Voilà. Combien ils sont payés? 150 € la journée, à la vacation. 19h, 1h du mat. Des vacations, donc il y a plusieurs services? Il y a la vacation de midi ou 11h du mat jusqu'à 19h. La relève, prise de service 19h et à la fin à 1h du matin. L'organisation de ce trafic illégal est identique à celle d'une entreprise classique. Plusieurs vacations, plusieurs services, pour un point de vente qui pourrait générer jusqu'à 6 500 € par soirée. Si tu veux partir, il va falloir que tu cours pas vite, mais longtemps. Parce que nous, on court longtemps. Le dealer va être présenté le lendemain devant la justice. Mais il ne semble pas s'en soucier. Ouais, j'espère que la prochaine fois, on ne te reverra pas sur un point de cheat. Hein? Tu mets la ceinture ou pas? Tu veux la mettre de l'autre côté? Comme tu veux. Que vous allez continuer après ça? Sûrement, hein. Pourquoi? Il n'y a pas de sous. C'est l'argent facile, mais regarde ce soir où tu es là. Tu vas prendre du ferme là, tu le sais ou pas?
Tu le sais? Vous allez en prison? Hein? Vous pensez que vous allez en prison ou pas? Je sais pas, mais peu importe. C'est pas grave, c'est le destin. Tu feras le caïd après quand tu retournes à la cité. Ah, c'est pas que je sois de caïd. La prison, ça renforce. C'est dommage, hein? Ça renforce un peu un muscle. Ah ouais? Ah, c'est tout. Ça t'inquiète pas, quoi? Pas plus que ça. Ça va. Allez, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et là, le gars, il y va, il part avec le sourire, là. Voilà, ça fait bien, je me suis fait serrer, en train de charbonner dans la cité. Voilà, je suis monté en puissance. Peut-être qu'après, il prendra du grade dans le réseau de cheat, je sais pas, peut-être. Mais bon, qu'est-ce que je te dis? C'est comme ça. C'est un problème sans fin, malheureusement. Que veux-tu? Rodolphe est désabusé. Pourtant, le dealer a été condamné à 13 mois de prison ferme. Le lendemain matin, au commissariat de Noailles, l'enquête sur l'arrachage du collier de la mère de famille est sur le point d'aboutir. Allez. Thierry et ses collègues vont interpeller un suspect. Le témoin au t-shirt rouge a identifié l'agresseur en survêtement blanc. C'est lui que Thierry s'apprête à appréhender chez lui, au petit matin. Bonsoir. Police. Oui, bonjour. Bonjour. C'est moi. C'est toi qu'on cherche. Allez, Actélis. C'est mon frère. Étonnamment, le jeune homme ne semble pas surpris de l'arrivée de la police. En fait, la famille a été alertée la veille. C'est vrai en plus, hein. Hier soir, il y a des gens qui sont venus nous voir, ils nous ont dit tu t'es fait traiter genre tu es recherché par la police. Tu es recherché par la police et tout. Mais moi je et comptais il venir, ma mère et tout, voir mes parents. C'est pour ça que je suis pas inquiet. Et nous on se préparait et on s'est dit quand il va aller prier, après on allait venir chez le commissariat avec lui. Allez. Direction le commissariat. Il faut maintenant entendre le suspect et vérifier les faits qui lui sont reprochés. Le jeune homme explique à Thierry qu'il s'apprêtait à venir de lui-même voir les policiers. Et t'allais venir au commissariat? Non, j'allais au truc. Donc t'allais à la prière d'abord et après tu es venu au commissariat? Thierry est intrigué par la réaction du jeune homme, mais aussi par sa façon de marcher qui ne correspond pas à celle de l'homme sur la vidéo. Pour en avoir le cœur net, il décide de visionner à nouveau les images des caméras de surveillance lors du vol à l'arraché. Il n'a pas la même démarche. Lui, il marche avec les jambes marquées, tu vois, et sur la vidéo, on ne le voit pas marcher avec les jambes marquées. Pour moi, c'est pas lui. Parce qu'il l'a balancé à lui, je sais pas pourquoi. Thierry décide de confronter le jeune homme interpellé au témoin qu'il a identifié. Lui aussi est présent au commissariat, assis à gauche. Tu le connais? Coup de théâtre, le témoin vient de se rétracter et il s'excuse. Mais la déception de Thierry va être de courte durée. Alors qu'il prend les dépositions, l'affaire rebondit à nouveau. Un jeune homme placé en garde à vue passe dans le couloir à ce moment-là et le témoin le reconnaît. Il affirme qu'il est l'agresseur de la gare Saint-Charles. Ouais, dis-moi. Tu es sûr que c'est lui? Ouais, je suis sûr. Je suis sûr. Hier, pourtant, tu étais sûr à 100% que c'était lui. Non, parce qu'il le ressemble, c'est pour ça. Parce que lui, il a les cheveux. Avant, il avait les cheveux comme nous. Pas de couilles, toi aussi. Non, il avait les cheveux comme nous avant. C'est pour ça. Bon, je suis même pas allé, moi, j'étais en train de dormir. Je viens de voir passer dans votre couloir un jeune homme accompagné d'un de vos collègues. Il s'agit de l'individu qui se trouvait à la gare Saint-Charles avec moi et qui a commis le vol avec violence à l'encontre de la dame. Cette fois, je suis formel, c'est bien lui, je vous le jure, ça tête de ma soeur décédée. C'est bien ça? T'as autre chose à me dire là-dessus? Non, vas-y. Le jeune homme interpellé est donc disculpé. Il est libre. Il est à la 6. Par contre, il me faut la 8. Thierry va maintenant s'occuper du nouveau suspect, déjà en garde à vue pour un autre vol à l'arraché. Il décide de perquisitionner chez lui. Et sur le chemin, coincé entre deux policiers, ce garçon de 14 ans passe rapidement aux aveux. Alors tu étais où? À la gare. Et qu'est-ce que tu as fait à la gare?
Au début, j'étais avec un collègue à moi. Il a dit... Il a dit regarde la chaîne, regarde la chaîne. Après, je l'ai pété. Après, tu l'as? Je l'ai pris, je suis parti là-bas. T'as pris quoi? J'ai vu la femme. T'as vu la femme, ouais. J'ai pris la chaîne, j'ai arraché. Il vient d'avouer. Arrivé chez lui, les policiers veulent récupérer le survêtement blanc qu'il portait le jour de l'agression. Bonjour. Le pantalon que tu avais dimanche, le survêtement blanc. Ils sont là, ils sont dans la chambre. Le t-shirt, quelle chambre? Là, derrière. Voilà, c'est celui-là. Et ça. Tes baskets, elles sont où? Des aveux, des preuves matérielles, les enquêteurs ont tous les éléments nécessaires pour sa mise en examen. Ça marche. Là, on a l'auteur de la dame qui se fait agresser. Donc, il reconnaît les faits. Donc, pour nous, la boucle va être bouclée sur cette affaire. Hein? C'est par visioconférence qu'il va être présenté au parquet. Voilà, la visio, c'est ça. C'est le substitut du procureur qui va l'entendre et surtout lui faire la morale. Le magistrat devant nous. Assieds-toi. Pourquoi vous faites ça? À la gare, j'ai arraché parce que j'avais des soirs à mon collègue. À qui? L'explication de son acte, il aurait été mis à l'amende par un autre jeune. Un vol pour rembourser 200 € grâce à la vente du collier qui en valait 5000. Vous savez ce que ça veut dire, odieux? Oui. Odieux, c'est quoi? Dieu. Odieux, atroce. Horrible. Vous savez ce que ça veut dire? Vous voulez que je vous dise? Vous êtes lâche. Regardez-moi. C'est honteux ce que vous avez fait. C'est minable et c'est honteux. Oui, je sais, madame. Vous voulez des renseignements sur le deuxième dossier, la victime aussi? Oui, Mineur, il a été présenté au juge pour enfants. Selon la loi, un jeune de moins de 16 ans ne peut être envoyé en prison. Il est actuellement sous contrôle judiciaire et suivi par des éducateurs. Si les vols à l'arraché sont aussi fréquents, c'est parce qu'écouler les bijoux volés peut paraître facile. À Marseille, de nombreuses boutiques spécialisées dans le rachat d'or se sont ouvertes depuis que le cours du métal précieux s'est envolé. Le propriétaire de cette bijouterie nous explique son commerce. Voilà, c'est présenté sous cette forme en fait. Voilà, le client par exemple vient pour vendre ses bijoux. Donc par exemple, ça doit être une dame, a amené une paire de boucles d'oreilles à vendre, qu'on casse, parce que bon, c'est destiné à la fonte. Et il y a ses coordonnées, tout est inscrit, et c'est inscrit indépendamment de ça dans notre livre de police. D'accord, et ça pèse combien? Ça vaut combien par exemple? Alors par exemple, ça, il y a le prix peut-être dessus. 130 €. Voilà, ça, cette cliente, on lui a donné 130 € et il y avait 7,8 g. La boutique de ce commerçant ne désemplit pas. Ce couple est venu proposer des morceaux d'or cassés. 60 €, ça vous va? C'est bon? Seulement pour valider la transaction, il y a des formalités à remplir. Pièce d'identité et justificatif de domicile. Il nous faut une adresse, hein? Il n'y en a pas Ah. Il nous demande... On est obligé de marquer sur le livre de police l'adresse. Non, non. Posez-moi les dérange. Il n'y a pas de quoi, il y a pas de quoi, monsieur. Bonne journée, au revoir. Tout le détail des transactions doit être consigné dans un livre de police qui peut être contrôlé à tout moment. Car la fraude et le recel sont très tentants dans ce milieu. Le business est tellement facile maintenant de racheter de l'or et de le revendre, c'est pas compliqué du tout. Ça ne demande pas une grosse trésorerie. On peut acheter pas mal d'or, on paye le client par chèque, même si on n'a pas d'argent à la banque. Le soir même, on peut donner cet or qu'on a acheté à la fonderie, on est payé le lendemain. Donc le business, il est très rapide. Ces boutiques sont dans la ligne de mire de la police. Ce jour-là, le commissaire Myriam Benralla est accompagné d'un inspecteur des douanes et de contrôleurs des impôts. Ah, voilà. Non, et puis ce qu'il y a surtout, c'est qu'à 33 500 € le kilo, ça commence à devenir intéressant. Leur cible, un magasin de rachat d'or ouvert récemment. Bonjour, contrôle administratif de bijouterie. Les coffres de ce commerçant vont être vidés. Oui, là c'est mon coffre. C'est quoi Et leur contenu va être comparé au livre de police. Vous pouvez l'ouvrir, s'il vous plaît?
Ah là, il va falloir qu'on pose les valoches parce qu'il y a des trucs à voir là. Qu'est-ce que c'est? Ça des moules, non? Qu'est-ce que c'est? C'est l'inspecteur des douanes, Pascal Colombier, qui va examiner les bijoux. Alors là, c'est le trésor des Incas. Le seul problème, c'est que c'est pas de la broutille. Il ne peut le stocker comme ça que si c'est de l'or à la casse, cassé, d'accord? Mais il y a des bijoux qui sont pas cassés. C'est pas qu'il y a des bijoux qui sont pas cassés, c'est qu'ils sont quasiment tous pas cassés. Premier problème, les bijoux sont intacts. La réglementation stipule que l'or destiné à la fonte doit être immédiatement cassé pour éviter que les bijoux ne soient écoulés au noir. Prochaine étape, la pesée, pour vérifier que le volume d'or présent dans les coffres est bien le même que celui inscrit sur le livre de police. 513, 1513 1513 Oui, je vois. Et là, second problème, le volume d'or déclaré ne correspond pas à celui trouvé dans les coffres. On a 1 kg 200 grammes d'or qui ne sont répertoriés nulle part. On a manifestement donc des tenues irrégulières de registre, voire même des infractions à la TVA. Les fonctionnaires des douanes et des impôts, je pense que ce cas-là va beaucoup les intéresser. C'est pour ça qu'on va partir sur une saisine probable des registres, des carnets, des souches de chèques, pour pouvoir continuer ultérieurement une enquête. Fin août, dans une procédure semblable à celle-ci, le parquet de Marseille a requis 10 ans de prison et 750 000 € d'amende contre des bijoutiers pour défaut de tenue de registre et recel par un professionnel. Trafic d'or, trafic de stupéfiants, Marseille et son port sont propices à la contrebande. Les marques de luxe ne sont pas épargnées. Sur les marchés marseillais, on trouve à des prix défiant toute concurrence des articles de maroquinerie monogrammés, des polos griffés. Et pour cause, ce sont des copies. La contrefaçon est le domaine du service des renseignements des douanes, spécialisé dans la filature, les planques et le flagrant délit. Ces hommes ne doivent pas être reconnus. Tiens, il a une bouteille d'eau là-dessus. En ce moment, Stéphane, le chef du groupe, surveille un ancien trafiquant de drogue qui semble s'être reconverti dans la contrefaçon de vêtements. Les experts des douanes l'épient depuis plusieurs jours. Dans une zone pavillonnaire tranquille, à l'écart du centre-ville, ils ont repéré l'endroit où l'homme semble stocker ses marchandises. Cette maison avec de grandes portes métalliques au rez-de-chaussée. Les agents des douanes vont se positionner tout autour de la maison. Pour rester discrets, ils ont choisi un poste d'observation sur la colline avoisinante. On voit bien le bâtiment là, hein, et en notre sens, il est composé de plusieurs appartements. Et en dessous, il y a des box. Okay. Alors, et là, dans son box, il stockerait la marchandise. Le suspect arrive sur les lieux. Il ne se doute pas de la présence des douaniers. Ouais, Mathieu au dispo. Alors, l'objectif est sur le parking, là. Hein, il est en train de téléphoner. Ouais, bien reçu, Mathieu. Alors, l'objectif mesure dans les 1,80 m, de forte corpulence, porte une chemise blanche à manches longues. Là, il repart vers le fond. Ouais, attention, il y a le ML qui sort, là. Le ML, ça sort. L'enjeu, suivre le véhicule du suspect sans le perdre ni se faire repérer. On arrive à un feu, au feu, toujours tout droit, direction A8, Aix-en-Provence. A8, Aix-en-Provence. Moto, voiture, en tout 6 véhicules participent à la filature. Et face à nous, là, devant nous, premier véhicule devant nous. Ouais, ça continue toujours direction de l'autoroute, 800 mètres. Autoroute, 800 mètres. Les douaniers communiquent par radio. Oui, c'est reçu. Ben là, c'est moi le véhicule de tête, c'est moi qui assure la filature et le reste du dispo est derrière, juste derrière moi.
Ouais, on est sur l'autoroute, il a pris la file de gauche. Ah, je me fais un peu oublier, là, derrière les bagnoles, là, c'est pas mal, tu vois. Je l'ai en visu, tout en restant un peu en retrait, c'est parfait. Pour éviter d'être repéré, à la sortie de l'autoroute, une autre voiture des douanes prend le relais. C'est toi qui prends, Jo? Ouais, je prends le prends la sortie ou prends la sortie. Ouais, reçu. Le suspect vient de s'arrêter près de ce chantier. Sur la moto, le chef du groupe, Stéphane, il travaille depuis 1 mois sur cette enquête. Il sait qu'il doit être patient. Il faut qu'on arrive à identifier tous les lieux de stockage pour au moment opportun, pouvoir efficacement intervenir, obtenir le flagrant délit, enfin compliqué en matière de contrefaçon. Et là, s'il sortait avec des sacs ou il chargeait des choses en voiture, ça vous intéresserait pas ou c'est pas assez important ou... Ça nous intéresserait parce que ça voudrait dire qu'il a amené ou récupéré des marchandises ici. Maintenant, voilà, ce serait pour le moment suffisamment peu important pour qu'on ne tape pas maintenant. Ouais, de Mathieu, là, j'ai un visu sur le véhicule, hein, j'ai un visu sur le véhicule. Taper veut dire interpeller. Les douaniers sont près du but. Attention, c'est sorti 2 cartons, là, c'est sorti 2 cartons. Encore 2 cartons qui ont... Putain, ça sort. Un 5e carton, là, qui est en train de rentrer dans l'entrepôt. Les douaniers en sont persuadés. Ces cartons contiennent des contrefaçons de vêtements de marque. Ça sort, là, ça sort, là. Encore faut-il le prouver. Nous, on va le prendre. Ouais, Josie, ça sort, là, hein. Quelques jours plus tard, sur le port de Marseille. Ce navire, en provenance de Tunisie, a été ciblé par les douaniers. Le groupe de Stéphane a découvert que leur suspect attend une livraison importante qui se trouverait dans une remorque sur ce navire. Bon, on intercepte le véhicule, hein. Le camion et sa remorque ne quitteront pas le port de Marseille. Qu'est-ce qu'il transporte, le monsieur? Je sais pas. Vous savez pas ce que vous avez? Non, il ne sait pas ce qu'il y a dans le camion. Et donc il y a quoi comme document d'accompagnement? Ça arrive de Tunisie, il y a un T1. Le camion est conduit dans un hangar de la douane. Le chargement va être fouillé de fond en comble. Messieurs, ouverture. On va bientôt savoir. Les douaniers vont bientôt savoir si les cartons destinés à leurs suspects contiennent bien des contrefaçons. Okay, bon. Après, on va ouvrir. Il y en a un qui note et les autres ouvrent. Est-ce que la pêche est bonne ou pas? A priori, elle paraît bonne. Après, il faut qu'on ouvre pour voir exactement quelles sont les marques concernées, pour voir si ce sont toutes des marques intéressantes pour nous. Donc, il faut encore comptabiliser, mais a priori, déjà au niveau du nombre de colis, c'est intéressant. On n'a pas travaillé pour rien. Près de 110 cartons retenus. La fouille va durer 7 heures. Sur quoi tu parles? Les douaniers ont eu du flair. Les colis sont remplis de t-shirts de grandes marques. Impossible de savoir à première vue si ce sont des contrefaçons. Les douaniers les prennent en photo, prélèvent des échantillons qui seront communiqués aux marques pour une expertise. De toute façon, Adidas, on sait que c'est Euroclub. Pour eux, l'attente commence. Tandis que de l'autre côté du monde, les experts sont au travail sur les photos et les éléments fournis par l'équipe de Stéphane. À Marseille, les contrefaçons se retrouvent dans des lieux très inattendus. Grâce à un contact, nous avons rendez-vous dans un endroit que seuls les initiés connaissent. Ce commerce n'est pas une boutique de prêt-à-porter. Pourtant, l'arrière du magasin regorge de vêtements.
Ouais. J'en avais beaucoup, ils sont revenus une semaine avant. C'était plein, on aurait déjà magasin. Il a un choix très varié. Tenue de foot, maillot de bain. C'est quoi, du jean? Non, c'est des... Ah oui, c'est les mêmes shorts que t'avais. Ah ouais. Des vestes Armani. Ah ouais, d'accord. Il y avait des ensembles de foot aussi. Il reste plus grand chose ici. Des ensembles de ballons? Ouais, des ensembles de Barça. Pareil, contrefaçon, mais tu ne le vois pas. Ouais, pourquoi? Ah, en vrai, c'est pas trop bien fait. Pourquoi ça vient des mêmes endroits ça? Ouais, ça vient de Chine. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on va faire? On va te prendre un short de bain. Ouais, regarde, je comprends. Ça te prend ça. Et ceux-là, quand tu les mouilles, ça fait des fleurs. Ouais, des fleurs. Non. Tu sais, ça fait des dessins comme les vrais. Ouais, ah ouais? Ils sont à combien ceux-là? Ils sont à 25. À 25? Ah ouais. Et en magasin, ils sont à combien? À 60, je crois, le short. Ah ouais. Ça, c'est un échantillon que j'ai pris. Et en plus des contrefaçons, l'homme prétend vendre des vêtements de grande marque à moitié prix, comme ce jean. Ah ouais. Ça, c'est un G-Star. Ouais. Tu sais combien il le fait, celui-là? Au magasin, il doit faire, je sais pas, 150, je crois, 140. Ouais. Ouais, c'est comme diesel à peu près. Ouais, et là tu le fais combien en affaire? 50. 50 en affaire, d'accord. S'il y a de la marque, de la vraie marque, que ça vient de camion ou magasin. La vraie marque, il y avait bon, les jeans G-Star et les shorts du Brequet. Ça, c'est du vrai. C'est du magasin. Ouais. Ça, c'est contrefaçon. Moi, je dis qu'à ce contrefaçon, je dis que c'est vrai. Parce que le Brequet, c'est du vrai, ça? Ouais, ça, c'est du vrai. Ça, c'est du vrai, cela? Ah oui, ça vient du magasin, ça. Voilà. Grâce aux contrefaçons et à la contrebande, ce commerçant arrondit ses fins de mois. Ciao. Merci. Allez, merci. Ciao. Au siège des douanes le lendemain matin, Stéphane attend l'analyse des experts sur les t-shirts saisis la veille sur le port. Oui. Il est en contact avec l'avocat français de la marque. On a reçu la réponse écrite de l'avocat qui représente GAS en France et qui nous informe que les échantillons pour lesquels on a transmis des clichés numériques hier soir sont bien contrefaçons de leur marque. Grâce à cette confirmation, Stéphane peut enfin déclencher l'opération. L'un de ses hommes est déjà en planque sur le lieu de stockage, à la périphérie de la ville. Il le prévient par radio que le suspect est sur le point de partir. Ouais, c'est lui, hein, c'est bien lui. Sur ce chemin d'accès, il bloque la route au suspect. Le suspect commence par mentir. C'est la douane, vous coupez le contact, s'il vous plaît? L'enjeu pour Stéphane, c'est de pouvoir saisir la marchandise contrefaite. Vous avez fait quoi là sur place? On avait garé le véhicule et on repartait là. Ouais. C'est chez vous ici ou? Je devais louer ici une maison, ouais, que je n'ai pas pris. Que vous n'avez pas loué? Non. Descendez le véhicule, s'il vous plaît. Regardez. Ça a rien de dangereux sur vous? Non, c'est vous avez les jambes dans les mains, s'il vous plaît. Vous savez pourquoi on est là? Doutez un petit peu? Monsieur? D'accord. Vous doutez un peu pourquoi on est là? Vous allez me le dire, monsieur. Un particulier dans la voiture? Il n'y a pas de colis aujourd'hui? Vous envoyez? Je ne veux pas au con, c'est pas la peine. Hein. Non, mais vous partez sur une mauvaise base. L'homme finit par craquer et accepte de les accompagner à son box. Les clés du box sont où? Les clés, elles sont où? Vous me les donnez? Vous me montrez? Vous inquiétez pas. Ouais. On y va. Montrez-les-moi. Ah, de toute façon, oui. Non, mais je veux dire, on fait la manœuvre, on y va, voilà, pas de souci. Stéphane lui explique enfin l'objet de son enquête. On est là donc suite à une saisie ce jour sur un arrivage, de Tunisie. Ouais. Donc, notamment Guess a été expertisé comme étant la marchandise contrefaisante. Ils ont expertisé Guess comme étant du faux. Voilà. L'homme semble surpris que les t-shirts saisis dans la remorque au port aient déjà fait l'objet d'une expertise. À l'intérieur, un mini showroom et toujours la même marque de t-shirt. Le suspect ne pensait pas que les douaniers avaient découvert son lieu de stockage, mais il était au courant de leur intervention sur le port. C'est sûr qu'il y a eu
eu l'interception de marchandises au port de Marseille. J'ai pas fui pour autant, hein, la marchandise est toujours là. Donc, Un trafic illicite et juteux. Il achèterait le t-shirt 4 ou 5 euros pièce et les revendrait 14 euros. Ce jour-là, en tout, 8251 t-shirts ont été saisis. Il va risquer jusqu'à 3 ans de prison et une amende qui va s'élever, qui peut s'élever jusqu'à 2 fois la valeur des marchandises saisies. J'entends bien la véritable valeur sur le marché des produits authentiques. En plus de la saisie et de la confiscation, donc du coup, de toutes les marchandises de fraude. Si le trafic est confirmé, l'homme risque une amende d'au moins 798 000 euros. Pour enrayer les trafics et la violence dans les rues de Marseille, le gouvernement a récemment nommé un nouveau préfet, le 3e en 2 ans. Le ministre de l'Intérieur a également promis des caméras de surveillance et une centaine de policiers supplémentaires. Cela suffira-t-il ?